et Rocco, c'était en 60. C'est-à-dire, je commençais une carrière cinématographique, mais toute timide. À l'automne de sa vie, Annie Girardot apparaissait comme une silhouette fragile, mais toujours illuminée par le souvenir d'une carrière hors du commun. Elle fut l'actrice que la France a chérie plus que toute autre la femme qui a su faire pleurer des millions de spectateurs avec un simple regard. On se souvenait d'elle dans Rocco et ses frères, dans Docteur Françoise Gaillan, dans tant de rôles où elle incarnait les blessures secrètes de l'âme humaine. Elle avait tout connu, la gloire tapageuse, les triomphes au César, l'ovation émue de Cannes. Et puis l'oubli cruel, la solitude qui s'installe quand les projecteurs s'éteignent. Pourtant, derrière cette trajectoire marquée par les contrastes, se cachait une femme passionnée, toujours en éveil devant la grandeur des autres. Car Annie Girardot, au-delà de ses propres victoires, savait regarder avec humilité et admiration ses pairs. Elle n'était jamais dans la froideur du jugement, elle vivait dans l'émotion d'un mot, dans l'intensité d'une voix, dans la justesse d'un geste. Et lorsqu'on lui demandait quels artistes l'avaient le plus marqué, ses yeux brillaient d'un éclat particulier, comme si elle redevenait une jeune comédienne émerveillée. À 84 ans, au soir de son existence, elle laissait entrevoir une vérité bouleversante, 6 noms, 6 visages, 6 destins qu'elle avait portés dans son cœur. Des figures de cinéma, de musique, de théâtre qui avaient nourri sa propre flamme et accompagné ses solitudes. Ces confessions sont un trésor, un miroir intime qui révèle Annie dans toute sa profondeur. Et vous, spectateurs d'aujourd'hui, êtes-vous prêts à plonger dans ce voyage? Découvrons ensemble les 6 artistes qu'Annie Girardot admirait plus que tout au monde. Pour Annie Girardot, il existait des actrices qui n'étaient pas seulement des étoiles, mais de véritables planètes, gravitant avec une force irrésistible. Simone Signoret appartenait à cette galaxie rare. Dès les premières années où Annie se formait au conservatoire, le nom de Signoret revenait sans cesse comme un modèle absolu, une femme à l'écran, aussi bien qu'une conscience dans la vie. Elle n'était pas seulement l'épouse d'Yves Montand ou la lauréate d'un Oscar. Elle était l'image même de l'artiste libre, intransigeante et profondément humaine. Annie admirait en elle cette capacité à incarner des rôles de femmes blessées, révoltées ou lucides, toujours avec une vérité qui transperçait l'écran. Dans Les chemins de la haute ville, où la veuve Couderc Signoret imposait une intensité qui bouleversait Annie. Elle voyait en elle une sœur de combat, une femme qui savait affronter les tempêtes personnelles tout en gardant la tête haute. Cette force intérieure, Annie l'enviait et la respectait. Les 2 actrices se croisèrent parfois dans les coulisses du cinéma français. Annie racontait avec émotion que lorsqu'elle regardait Simone, elle se sentait à la fois petite fille et femme accomplie, petite fille, devant la grandeur d'un modèle femme accomplie, parce qu'elle comprenait la solitude et le courage que cachait cette grandeur. Leur complicité n'a jamais été tapageuse, mais elle existait dans ce langage silencieux que seuls les artistes comprennent. En réalité, Signoret représentait pour Annie la preuve que l'art n'était pas une simple carrière, c'était une façon d'exister. À travers elle, Annie comprenait que le métier d'actrice était aussi une responsabilité, un témoignage, parfois même un acte politique. Ce miroir tendu par Simone la poussait à chercher plus loin que le succès, à inscrire son travail dans une vérité universelle. Ainsi, dans le cœur d'Annie Girardot, Simone Signoret restera toujours la grande sœur d'âme, celle qui montrait que la beauté du cinéma naît du courage de dire la vérité. Pour Annie Girardot, Jean Gabin n'était pas seulement une légende, il était le visage même du cinéma français. Le monstre sacré, comme on l'appelait, avait traversé les époques, les guerres, les modes, et il demeurait immuable, solide, comme un chêne enraciné dans la mémoire collective. Annie, qui l'avait admiré d'abord en spectatrice émerveillée, voyait en lui un modèle d'authenticité brute. Chez Gabin, il n'y avait pas d'artifice, pas de fioriture, une phrase, un geste, un silence suffisaient pour remplir tout l'écran. Elle se souvenait de ses films avec Marcel Carné de La Bête humaine à Le jour se lève, où Gabin incarnait les tourments des hommes ordinaires avec une vérité désarmante.
Annie disait qu'elle avait appris de lui l'art de ne jamais tricher devant la caméra. Même lorsqu'ils ne jouèrent pas directement ensemble, son ombre bienveillante planait sur sa génération. Pour Annie, Gabin représentait ce que signifiait jouer vrai. Ne jamais s'écouter, ne jamais s'inventer, simplement être. Lorsqu'elle eut l'occasion de le rencontrer, Annie ressentit cette présence tranquille et impressionnante. Gabin parlait peu, mais chaque mot pesait lourd comme forgé dans le silence. Elle admirait cette économie de gestes, cette pudeur virile qui contrastait avec les excès et les flamboyances du milieu artistique. Annie, qui parfois se perdait dans ses propres tourments, trouvait en Gabin un repère, une figure stable, presque paternelle. Dans ces moments de doute, elle revoyait les regards graves de Gabin à l'écran, cette manière de dire l'indicible, sans lever la voix. Pour elle, il avait incarné la dignité des petites gens, la noblesse des destins brisés. C'est peut-être cette vérité-là si rare qu'Annie cherchait toujours à retrouver dans ses propres rôles, toucher l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus universel. Ainsi, Jean Gabin fut pour Annie Girardot une boussole silencieuse, un exemple de simplicité magistrale qui lui rappelait sans cesse que le cinéma n'a de sens que lorsqu'il respire la vie. Si Annie Girardot avait trouvé dans le cinéma ses modèles de sincérité, c'est dans la voix de Maria Callas qu'elle découvrit l'incarnation la plus absolue de la passion artistique. Callas la Divina était pour elle bien plus qu'une chanteuse d'opéra. Elle était une tragédienne, née une femme qui portait dans chaque note l'intensité d'une vie bouleversée. Annie, qui connaissait si bien la frontière fragile entre gloire et solitude, se reconnaissait dans ce destin incandescent. Dès qu'elle entendit Callas chanter La Traviata ou Norma Annie, fut foudroyée. Ce n'était pas seulement de la technique, c'était une vérité nue qui jaillissait, une douleur sublimée, une beauté presque insoutenable. Annie disait qu'écouter Callas, c'était comme se regarder dans un miroir, on y voyait la grandeur et la faille, l'élan et la blessure. Les deux femmes ne se rencontrèrent jamais intimement, mais Annie la suivait de loin, fascinée. Elle admirait la discipline impitoyable de Callas, cette exigence qui la poussait à se dépasser, quitte à s'y brûler. Elle voyait en elle une sœur d'âme, une artiste, qui n'avait jamais su séparer son cœur de son art. À travers Callas, Annie comprenait que la vraie création naît toujours du sacrifice d'un don total de soi au public. Il y avait chez elle un écho troublant, la même intensité dans le regard, la même incapacité à tricher, la même fragilité face à l'amour et à la reconnaissance. Quand Annie traversa ces années de solitude, elle écoutait Callas comme on se confie à une confidente invisible. Sa voix lui donnait la force de continuer même quand les rôles se faisaient rares. Maria Callas fut donc pour Annie Girardot une flamme lointaine mais vive, un phare dans la nuit. Par elle, Annie retrouvait l'idée que l'art est une prière brûlante, un cri qui dépasse les frontières et qui rend l'éphémère éternel. Entre Annie Girardot et Romy Schneider, il existait une parenté invisible, une sorte de complicité de blessures. Deux femmes venues d'horizons différents, mais marquées par le même destin d'artistes fragiles, derrière leur éclat public. Romy, la jeune impératrice, devenue icône tragique du cinéma européen, fascina Annie dès leurs premiers échanges. Elle admirait chez elle cette capacité à mêler grâce et désespoir, à incarner la lumière tout en portant l'ombre. Annie voyait en Romy une actrice d'une sincérité bouleversante. Dans Sissi, elle découvrait la fraîcheur d'une jeunesse idéalisée, mais c'est dans L'important, c'est d'aimer ou La piscine qu'Annie la trouva la plus vraie. Romy ne jouait pas, elle se livrait. Chaque regard semblait être une confession, chaque geste une parcelle de son âme. Annie disait souvent qu'elle aurait aimé posséder cette transparence qui faisait de Romy un miroir pour le spectateur. Leur relation ne fut pas seulement professionnelle. Dans les coulisses, Annie et Romy partagèrent des conversations intimes où la gloire s'effaçait pour laisser place au doute. Annie admirait le courage de Romy face au drame de sa vie privée, même si ce courage n'était jamais exempt de fissures. Elle la voyait comme une sœur cadette fragile et pourtant inébranlable dans son désir d'authenticité. Pour Annie, Romy représentait la beauté pure du cinéma, celle qui bouleverse sans artifice, celle qui touche le cœur au plus profond.
elle l'admirait non seulement comme comédienne, mais comme femme qui osa vivre à découvert, quitte à en payer le prix. Dans le regard de Romy, Annie retrouvait sa propre quête, celle d'une vérité absolue qui transcende les rôles et devient un acte de vie. Ainsi, Romy Schneider fut pour Annie Girardot un modèle de sincérité et de courage, une amie d'âme qui rappelait que l'art le plus puissant naît toujours de la fragilité assumée. S'il y avait un homme qui occupait une place unique dans le cœur d'Annie Girardot, c'était bien Lino Ventura. Leur rencontre au cinéma se transforma rapidement en une fraternité indestructible. Lino, ancien lutteur devenu acteur par hasard, incarnait tout ce qu'Annie admirait, la droiture, la pudeur et cette fidélité rare qui dépassait les projecteurs. Avec lui, elle se sentait en sécurité, protégée, comme une sœur auprès d'un frère aîné. Sur les plateaux de tournage, leur complicité était palpable. Dans chaque scène, Annie pouvait compter sur son écoute, sur sa générosité silencieuse. Ventura n'avait rien de la star vaniteuse, il jouait vrai, sans artifice, et c'est précisément cette authenticité qu'Annie vénérait. Elle répétait souvent que Lino représentait pour elle l'homme juste, celui qui ne se trahissait jamais, ni dans la vie, ni à l'écran. Au-delà du cinéma, leur amitié se nourrissait d'une tendresse profonde. Annie, qui connaissait tant de solitude, trouvait en Lino une présence rassurante, une force tranquille. Il était l'ami qui ne jugeait pas, qui savait écouter dans le silence, qui tendait la main sans attendre en retour. Et Annie admirait cela autant que ses talents d'acteur. Elle voyait en lui un exemple d'intégrité rare dans un milieu où tout pouvait basculer. Lino refusait les compromissions, restait fidèle à ses valeurs même si cela lui coûtait des rôles. Annie trouvait dans cette fidélité une leçon de vie, elle l'admirait non seulement comme comédien, mais comme homme. Jusqu'à la fin, Annie conserva de Lino Ventura l'image d'un compagnon d'âme, d'un frère de route. Dans sa liste d'admiration, il n'était pas seulement un artiste, il était une partie de sa vie, un pilier. Pour elle, Lino restera toujours la preuve que derrière les caméras, l'amitié et la loyauté peuvent être la plus grande des grandeurs. Au sommet des admirations d'Annie Girardot se trouvait un nom qui résumait à lui seul tout un pan du cinéma européen, Marcello Mastroianni. L'élégance italienne, le charme désinvolte, la douceur ironique. Marcello était l'ami, le partenaire, l'homme de cinéma qui fascinait Annie bien au-delà des rôles. Leur collaboration sur plusieurs films fut pour elle une aventure inoubliable. À ses côtés, elle se sentait portée par un souffle nouveau, comme si l'Italie entière venait s'inviter dans sa vie et libérer sa joie de jouer. Mastroianni incarnait pour Annie ce que le cinéma avait de plus séduisant et de plus vrai à la fois. Dans la Dolce Vita ou 8 et demi, elle le voyait transformer l'ennui en poésie, le doute en art. Annie admirait cette capacité unique à se glisser dans des personnages fragiles, souvent perdus, mais toujours attachants. Marcello, c'était la preuve que l'acteur peut être à la fois star et homme ordinaire miroir, fidèle des failles humaines. Au-delà du professionnel, Annie avait pour lui une tendresse sincère. Elle appréciait son humour discret, sa pudeur et cette chaleur qui enveloppait ceux qui avaient la chance de l'approcher. Dans les moments durs, Marcello savait offrir une légèreté, une respiration. Annie disait qu'avec lui tout semblait plus simple, il suffisait de son sourire pour apaiser les tempêtes intérieures. Elle voyait en lui une forme de liberté, la liberté d'être lui-même sans se soucier des attentes. C'est cette liberté qu'Annie admirait le plus, car elle en manquait souvent dans sa propre vie. Mastroianni devenait pour elle le symbole d'un art qui ne s'impose pas, mais qui coule naturellement comme une évidence. Ainsi, au sommet de sa liste, Annie plaça Marcello Mastroianni, l'ami, le frère, le miroir lumineux. À travers lui, elle célébrait la beauté du cinéma européen, mais aussi la possibilité d'aimer la vie malgré ses blessures. Pour Annie, Marcello fut et restera toujours le visage de l'admiration la plus pure. Pour Annie Girardot, la chanson d'Édith Piaf n'était pas qu'une voix, c'était une confession brute, une vie entière livrée en quelques minutes. Annie avait grandi avec La vie en rose, l'hymne à l'amour, ces mélodies qui semblaient brûler de vérité. Elle admirait Piaf comme une comédienne de l'âme capable de raconter l'amour et la douleur avec une intensité que peu d'actrices pouvaient atteindre. Dans l'intimité, Annie disait que Piaf lui rappelait ce que signifiait
donner tout de soi. Sur scène, Piaf n'épargnait rien, et c'est cette absence de retenue qu'Annie retrouvait dans sa propre manière de jouer. Elles étaient séparées par le temps et les chemins, mais liées par une même conviction: l'art n'a de valeur que lorsqu'il arrache une part de soi. Édith Piaf fut donc pour Annie une muse invisible, une sœur d'ombre et de lumière. Elle représentait cette exigence absolue, cette intensité qui fait qu'une carrière devient une légende. En la plaçant à part hors de sa liste officielle, Annie lui rendait hommage comme à une voix éternelle qui avait nourri son propre désir d'émouvoir. Dans le silence de ces dernières années, Annie Girardot laissait derrière elle bien plus qu'une filmographie, elle léguait un héritage de cœur. Cette liste de 6 admirations prolongée par l'ombre lumineuse d'Édith Piaf révélait une vérité bouleversante. Annie ne s'était jamais nourrie uniquement de ses propres triomphes. Elle avait vécu à travers les autres, elle avait grandi en regardant, en écoutant, en aimant ceux qui l'entouraient. De Simone Signoret, elle avait appris la dignité des combats. De Jean Gabin, la vérité nue du jeu. De Maria Callas, le courage d'incarner ses blessures. De Romy Schneider, la transparence de l'âme. De Lino Ventura, la loyauté indestructible. De Marcello Mastroianni, la liberté d'être soi. Et dans le chant éternel de Piaf, elle avait trouvé la preuve que l'art véritable n'est rien d'autre qu'un cri venu du plus profond de l'être. Ses admirations disaient tout d'elle. Elle montrait que derrière la comédienne adulée, il y avait une femme avide de rencontres d'exemples et de modèles. Une femme qui savait tendre la main aux autres pour avancer et qui, malgré ses propres douleurs, n'avait jamais cessé d'aimer passionnément. Aujourd'hui encore, le public se souvient d'Annie Girardot, comme de cette actrice qui faisait pleurer sans un mot, qui faisait vibrer d'une simple inflexion de voix. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est qu'elle fut aussi une spectatrice émerveillée, une admiratrice humble devant la grandeur des autres. C'est peut-être là, dans cette capacité à admirer, que réside son plus grand secret. Annie Girardot fut une étoile qui brillait de la lumière des étoiles qu'elle aimait.